Bonjour, Bonjour. on est un petit peu en avance de phase, ou en tout cas on est juste à temps, donc on va se laisser, un petit peu de temps avant de démarrer, le temps que tout le monde, nous rejoigne. Heu et puis on va se présenter du coup, à vous ainsi que la thématique, du jour. Voilà, on attend encore quelques secondes. En tout cas, bah, on est content d'être là, on peut le dire. Et Voilà, on a un thème, qui interroge, je pense, et on va essayer d'apporter quelques réponses, voilà, assez fournies, même si en 45 minutes, ça reste forcément un peu bref. Mais, voilà, on va essayer de répondre, aux questions qui sont posées, aux quelques questions qui sont posées. Voilà, on a passé 1 minute, donc je pense qu'on doit avoir à peu près tout le monde avec nous, en tout cas on l'espère. Bah, je vais du coup démarrer, «l'accueil» entre guillemets. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis, Aurélien Hinard, et donc je travaille, chez Secafi. J'anime en fait une communauté entre guillemets de consultants qui sont dédiés à la gestion, à la comptabilité des CSE. Une quinzaine de personnes, du coup qui, travaillent avec moi sur mon secteur, Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que le Sud-Est. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui, pour, vous présenter les différentes, questions, les différents thèmes qui sont abordés dans le début de mandat, par une consultante que je vais laisser se présenter. donc bonjour à tous, je suis Gladys Di Giovanni, donc je suis consultante chez Secafi et mon travail consiste notamment à faire la tenue et la révision, des comptes, avec notamment des petits, des moyens et des grands CSE. En effet, on a, différents types de CSE, on va y venir. Donc on va essayer de, voilà, de cartographier un petit peu tout ça. Avant cela, on a quelques points un petit peu techniques, je dirais, qu'on va aborder avec vous, à savoir que, les questions que vous vous posez, bah, vous pouvez les poser tout au long de la discussion, mais nous y répondrons, uniquement sur la dernière partie de notre, présentation, hein, en revenant un petit peu dans le fil de la conversation. Donc ça, c'est un 1er point. La question du support, sur son envoi, eh bien, il sera fait dans la journée, hein. Donc, vous pourrez effectivement, consulter à loisir. Vous pouvez aussi consulter le replay qui sera, lancé en principe, lundi prochain par rapport du coup à la tenue de ce webinaire. Ensuite sur, le développement, je dirais, de cette, présentation, eh bien, tous les 2 avec Gladys, nous allons, voilà, animer différents points, dans le plan de notre discussion. Donc en cartographiant les CSE, les petits, les moyens, les grands, en s'interrogeant sur, les informations issues du début de mandat. Un petit rappel aussi sur les obligations, comptables avec les documents qui sont à produire, notamment pour les petits CSE. Et puis peut-être des moyens de se faciliter la vie pour, essayer d'aboutir justement à automatiser, à fiabiliser un petit peu ce processus avec, voilà, un petit point de présentation supplémentaire que l'on vous fera. Voilà sur, le début de cette, présentation. Donc, merci à tous de vous être, connectés. Donc on va lancer effectivement le support, avec, du coup un partage que je fais à l'instant. Donc je vous donne un tout petit, moment, le temps de faire l'affichage qui va bien. Voilà, et donc je vais me mettre un petit diaporama et voilà, on va pouvoir lancer les questions. Donc le sujet, c'est donc réussir le début de mandat dans un petit CSE. Et donc pour ce faire, voilà, on a prévu, un ensemble de présentations avec le premier point du coup de rappel qui découle des ordonnances, Macron, qui ont, un petit peu mis à jour les informations, de la loi sur la transparence financière de 2014, applicable en 2015, et qui commençait à cartographier en fait les CSE en petit, en moyen et en grand CSE. Et donc aujourd'hui, on s'adresse effectivement majoritairement à un public de petits CSE, même si j'ai compris qu'on pouvait avoir ça et là, quelques, élus, peut-être moyens CSE qui éventuellement auraient raté le webinaire du moyen CSE. Qu'est-ce qu'un petit CSE au regard des règlements? Eh bien, c'est un CSE qui présente des ressources annuelles, donc en réalité des encaissements, effectués tout au long de l'année qui, sont inférieurs à 153 000 €. Et dans ces ressources, annuelles, pour faire assez simple, je dirais, dans la cartographie, il faut retenir que ces ressources, ça intègre les subventions perçues par le comité
à la fois sur le budget de fonctionnement et à la fois sur le budget d'activité sociale et culturelle. Les ventes réalisées auprès des bénéficiaires, elles, ne sont pas prises en compte dans le calcul de ces ressources. Donc il faut se borner, je dirais, à ces 2 grands agrégats, que sont les subventions qui sont touchées donc par, le petit CSE et visibles sur le relevé bancaire, hein, qu'importe, qu'il y ait éventuellement un reste à recevoir, ce qui compte, c'est ce que vous avez en réalité, sur vos relevés bancaires entre le 1er janvier et le 31 décembre. Passé le cadre du petit CSE, ben, on bascule du coup dans le moyen CSE. Ce moyen CSE, du coup, a nécessairement plus de 153 000 € de ressources gérées à l'année. Et la question qui se pose, c'est de savoir à quel moment on passe dans la catégorie des grands CSE, avec des exigences comptables, légales qui sont un petit peu différentes. Eh bien, on passe dans la catégorie des grands CSE à partir du moment où on dépasse 2 seuils sur 3. Les seuils en question sont les seuils de ressources annuelles du comité qui devrait dépasser 3,1 millions d'euros. Et là, on intègre les ventes réalisées aux bénéficiaires dans le calcul des ressources. Un second seuil à analyser, c'est le seuil de salariés en équivalent temps plein du CSE. Donc, si on dépasse 50 salariés équivalent temps plein, ce qui donc évidemment est très rare, à ce moment-là, on est dans un dépassement de seuil. Et puis, le dernier seuil à considérer, c'est le total du bilan, qui en principe doit être du coup fait par votre expert comptable, puisque pour les moyens CSE, c'est l'expert comptable qui se doit en principe d'attester les comptes de votre comité. C'est lui qui vous informerait en quelque sorte du fait de passer dans la catégorie des grands CSE. Voilà pour le panorama un petit peu rapide sur les différentes typologies de CSE auxquelles on s'adresse du coup dans notre métier. Je vais passer la parole du coup à Gladys qui va vous présenter les éléments qui sont en lien avec précisément le cadre du début de mandat et qu'est-ce qu'on attend effectivement comme type d'information. Donc, comme type d'information, il est aujourd'hui obligatoire et inscrit dans le code du travail, comme vous pouvez le voir à l'article R23-39 du code du travail. Il est obligatoire de donner, les anciens mandataires, pardon, sont obligés de donner un compte rendu de fin de mandat. Donc, il va s'articuler autour de 5 principaux points, autour de l'état des lieux patrimoniaux. Évidemment, ça va être un petit peu plus large selon les CSE. Donc, le premier point, la revue des biens, donc ce que va posséder votre CSE, que ce soit des ordinateurs, des imprimantes ou des biens, mobil-home, chalets, etc. Vous avez la revue des stocks, si vous avez de la billetterie, des chèques vacances, des cartes cadeaux qu'il faudra estimer et donner. Ensuite, vous avez la revue des créances, donc tout ce que doit encore recevoir votre CSE, notamment le solde des subventions, puisque c'est le point principal, ainsi que potentiellement des salariés qui doivent encore donner leur petite participation pour certaines activités. Ensuite, vous avez la revue des dettes, donc ce que doit à cette fois-ci le CSE, donc certainement, vous avez payé un voyage, vous avez fait un premier acompte, il va falloir faire le solde. Vous avez des honoraires qui sont généralement payés en 2 temps, donc il faudra certainement solder également. Et ensuite, vous avez la revue de la trésorerie qui va donc falloir, vous allez retrouver des comptes bancaires, des livrets s'il y en a, et des comptes à terme aussi également. Et ensuite, autour de tout ça, évidemment, tout ce qui aura été dans vos 4 ans de mandat, du précédent mandat, tout ce qui aura été important comme les avis lors de commissions, des litiges s'il y en a eu, des contrôles URSSAF également s'il y en a eu, et bien d'autres. À la suite de ça, vous allez également recevoir tout ce qui a été fait avant, notamment les pièces comptables que vous êtes dans l'obligation de garder pendant 10 ans, que ce soit en version papier ou en version numérique. Il va falloir que les anciennes communications adressées aux salariés vous soient également communiquées, ainsi que tous les PV et comptes rendus de CSE qui sont obligatoires, ainsi que tous les documents de présentation des comptes approuvés. À chaque fin d'année, au moment de l'arrêté des comptes, vous devez présenter votre résultat et ce résultat doit être voté et approuvé. En séance plénière de CSE qui effectivement est dédiée vraiment à ce passage-là précis, hein, de valider en quelque sorte la comptabilité d'un exercice qui est fini. Voilà, en séance extraordinaire. Tout à fait.
Ensuite, le CSE va devoir savoir où sont stockés les différents documents dont on vient de parler. Donc, si c'est dans des armoires, dans quel bureau, s'il y a des coffres, s'il y a des ordinateurs avec des mots de passe, des identifiants, le coffre également, Les accès en ligne les aussi, accès oui. en ligne aussi. Tout ce qui est, voilà, toutes ces données-là doivent vous être transmises. Les informations, comme je le disais tout à l'heure, sur les litiges en cours, que ce soit auprès de salariés, auprès de fournisseurs, doivent vous être transmises et vous devez en suivre L'évolution, l'évolution. Merci. typiquement, on en a sur les contrôles URSSAF, par exemple. On a des Exactement. contestations de contrôle URSSAF de temps en temps. Et ça fait partie des éléments, effectivement, qu'il faut avoir à l'esprit quand on prend fonction. Et je reviens juste un petit peu en arrière sur les 10 années à garder. N'oubliez pas qu'un contrôle d'URSSAF, il revient sur les 3 dernières années. Donc, bien garder tous ces documents au cas où. Ensuite, vous devez recevoir et bien conserver les règlements intérieurs du comité, des ASC et de toutes les commissions, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Et aussi vous renseigner s'il y a bien une charte RGPD dans le comité. RGPD, donc, c'est la réglementation des données personnelles. Oui, donc Okay. c'est un ensemble de documents. Tu as raison, effectivement, de décrypter ce que ça veut dire, effectivement, le RGPD. Tout le monde ne connaît pas forcément le terme. Mais donc, tout ça relève finalement d'une gestion d'information. On voit qu'elle est assez lourde, cette information, hein. Ça part du relevé bancaire à l'information peut-être de détermination pour un bénéficiaire à quelle tranche finalement il va appartenir pour la détermination de l'aide du comité sur une aide aux vacances, sur de la billetterie, imaginons, éventuellement. Et donc, toutes ces informations relèvent eh bien, de ce qui permet de faciliter normalement la transition entre les anciens élus et les nouveaux. Et donc, le code du travail a prévu qu'il y ait une information donnée. Il n'a pas dit exactement dans quelle forme elle devait être apportée. C'est pour ça qu'on est vraiment sur un processus qui est très hétérogène en réalité. Mais au-delà du côté hétérogène, il y a un corpus commun qui est le fait qu'on doit détenir de l'information et notamment aussi, je rajouterai un point sur les engagements que le CSE peut avoir vis-à-vis de ses bénéficiaires, vis-à-vis des fournisseurs, puisque souvent, effectivement, on n'a pas connaissance des contrats, des clauses finalement d'engagement et de dénonciation des contrats. Ça fait aussi partie des éléments qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on est dans une transition et qu'on a des choix à faire, hein, puisque évidemment, quand on arrive à la manœuvre, entre guillemets, on a le choix avec qui on travaille et donc on doit savoir comment rompre éventuellement les contrats si c'est nécessaire ou quelle est l'information à donner pour la poursuite justement et s'assurer que le service va être continu. Donc voilà, c'est tout cet ensemble d'informations, c'est assez lourd. On va faire un petit sondage auprès de vous, du coup, pour essayer de voir un petit peu comment ces informations vous ont été transmises sur le côté satisfaisant ou non de l'information qui vous est transmise. Donc voilà, je te laisse lire la question. Oui, l'information transmise par les anciens élus vous semble-t-elle suffisante pour votre mandat? Donc on vous laisse répondre du coup sur ce sujet-là. Puis on va essayer de décrypter du coup le résultat de ce sondage. Je vois que dans le fil de conversation, on a des oui, a priori, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Oui, c'est assez partagé au final. Alors j'ai un vraiment non aussi dans le fil de conversation. Alors, ça me permet de rebondir, hein, vous voyez, il y a un article du code du travail, ce qui signifie que l'information doit être transmise. Si c'est pas le cas ou qu'elle vous semble partielle, voilà, vous avez plusieurs options, bien évidemment. La première, c'est de signifier effectivement au CSE que, il vous manque un certain nombre de données. Vous pouvez, par la suite, requérir, auprès des anciens élus en gestion, vous donner les informations si c'est insuffisant. Éventuellement, de solliciter un audit si effectivement, vraiment, il n'y a pas «d'interaction» entre guillemets, hein, ce qui arrive évidemment dans les changements de majorité. Et puis, de l'autre côté, si effectivement il n'y a vraiment aucune information du tout et que, on est en totale découverte, on est dans le flou complet,
bon, bah, derrière, après, hein, il y a évidemment des procédures qui sont possibles au niveau des juridictions pour bah, défendre tout simplement son intérêt. Donc voilà, là-dessus, il y a tout un corpus quelque part d'action qui est possible et voilà, au besoin, vous pourrez revenir vers nous pour que l'on précise un petit peu ces modes opératoires. On passe à la suite. Donc, toujours dans le début de votre mandat, il est impératif, si c'est un tout nouveau CSE, d'ouvrir 2 comptes bancaires pour bien différencier les 2 budgets, activités sociales et culturelles et activités économiques et professionnelles. Si, évidemment, vous avez déjà un CSE, vous reprenez, faites modifier les habilitations auprès de la banque. Assurez-vous que tous les anciens élus n'aient plus de signature sur ces comptes. Pour cela, vous pouvez demander des circularisations qui vont vous permettre déjà de voir tous les comptes que le CSE possède, que ce soit des livrets, etc. aussi, hein, et de voir également qui en a les droits. Et à ce moment-là, faire appel à la banque si vous voyez qu'il y a des personnes qui ne devraient plus l'être. Oui, bah, avec le PV de nomination tout simplement du nouveau trésorier, du nouveau secrétaire, on a des habilitations nouvelles. Et puis, tu parlais effectivement de la création de CSE. La création de CSE peut se faire par suite eh bien, de CSE qui ont disparu et qui eux-mêmes sont arrivés en fin de mandat, mais qui doivent quand même transmettre les informations bah, de patrimoine tout simplement qu'ils donnent au nouveau CSE, parce qu'on a des changements de périmètre, hein, ce sont des choses que l'on voit. Et donc, ça fait partie effectivement des informations. Et je préciserai juste une chose, c'est que sur les comptes bancaires, nous, notre préconisation, c'est effectivement d'avoir des comptes séparés entre fonctionnement et activité sociale et culturelle, même si légalement, on a le droit d'avoir qu'un seul compte bancaire pour gérer les deux. Nous, simplement, on se dit c'est plus facile de gérer si on sait que l'argent appartient à un tel budget et l'autre, évidemment, en conséquence, appartient au second budget. Voilà, je te laisse poursuivre sur la partie fournisseur. Ah oui, partie fournisseur. Donc, dès que vous reprenez votre mandat, le principal, c'est de contacter les fournisseurs, de voir avec eux ce qu'il y a en cours. Est-ce qu'il y a des voyages qui sont en cours? Quels ont été les premiers montants payés? Qu'est-ce qui va rester à payer? Quelles sont les modalités de ces voyages? Toute Formation. cette formation, voilà, qu'il faut mettre en place et qu'il faut bien identifier pour ne rien oublier, pour que les salariés puissent bénéficier de ce qui avait été mis en place avant. Il faut pas mettre en péril effectivement l'activité du CSE en ratant en quelque sorte le coche d'une échéance qui est à payer et qui finalement pourrait conduire à quelques difficultés bah, d'exécution de la prestation que le CSE avait engagée au travers de son contrat. N'hésitez pas à demander tous les contrats si vous n'avez pas reçu vos documents, que les anciens mandataires ne vous sont pas fournis, hein, ça peut arriver. Demandez-les. Faites au plus simple, vous les demandez, comme ça vous êtes sûr de tout avoir. Regardez ce qui a été fait auparavant pour pouvoir soit poursuivre dans un premier temps si vous reprenez en cours d'année pour rester dans une certaine continuité, et ensuite pour pouvoir faire vos propres choix et faire évoluer selon vos envies, vos... Oui, les prestataires retenus, voilà, hein, il n'y a pas d'obligation à se maintenir avec un prestataire. Alors nous, on aime bien quand on est fidèle avec effectivement les prestations que l'on propose, c'est sûr, mais le CSE reste libre de ses choix. Et donc, pour ça, il a besoin d'être informé, sécurisé, entre guillemets, sur les relations qu'il a avec ses fournisseurs actuels et les engagements qu'il a pris. Donc, oui, c'est un point vraiment important. Avec l'information bancaire transmise, c'est le second point, à mon avis, prépondérant, hein, c'est pour ça qu'on l'a mis en point 2, sur la connaissance finalement des engagements que le CSE peut avoir au niveau de ses fournisseurs. Et n'oubliez pas de leur donner les nouveaux contacts pour qu'ils vous contactent vous et plus les anciens élus. Oui. Hein, important. Comme ça, vous ne raterez rien de ce qui se passe et vous pourrez prendre la main sur toutes vos activités. Ensuite, n'oubliez pas de regarder si vous avez bien les contrats d'assurance, notamment l'ARC qui est obligatoire. C'est la responsabilité civile, pour préciser, oui. Hein, oui, sur le budget d'activité sociale et culturelle, voilà, exactement. Je vois. Donc, n'oubliez pas de regarder tous ces points-là au début pour mettre en place, pour faire la continuité et ensuite mettre en place ce que vous souhaitez, vous, pour vos salariés et pour vous-même, en quelque sorte aussi. Oui, on sait que sur ce segment-là, en fait, les petits CSE, faute de temps des élus, hein, bien souvent,
ont, je dirais, le minimum du minimum sur l'information et sur la compréhension, hein, de l'ensemble des enjeux liés à la prise de mandat. Donc, c'est ce qui faisait l'intérêt, je pense, de ce webinaire aussi, de rentrer un petit peu dans ce concret, hein, concrètement. Et donc, voilà, on va poursuivre un petit peu la présentation avec les éléments en lien avec la direction, puisque c'est un interlocuteur au même titre que le fournisseur. On vient d'évoquer effectivement, hein, la partie prime responsabilité civile, donc la RC, hein, comme on l'appelle. C'est une ressource du budget d'activité sociale et culturelle, hein, le remboursement de prime responsabilité civile, dès lors que le CSE, évidemment, lui-même l'a dépensé sur son budget de fonctionnement. Ce qui est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le code du travail qui l'indique. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire auprès d'une direction? Eh bien, on doit un petit peu regarder les éléments d'encours auprès de la direction. C'est quoi un encours? Bah, c'est simplement de s'assurer que finalement les sommes qui sont dues au niveau du CSE ou que le CSE doit vis-à-vis de sa direction, parce que de temps en temps, de la facturation pour des services, des choses qui sont facturées par la direction, eh bien, il faut s'assurer qu'on est à jour de ces éléments-là et donc il faut prendre connaissance effectivement des éléments qui restent à encaisser. On évoque le remboursement de tickets resto perdus ou périmés, c'est aussi une disposition un peu méconnue sur laquelle effectivement il faut être un petit peu attentif et voir si l'employeur a bien exercé son reversement de tickets resto. Bon, on doit aussi s'assurer d'avoir les moyens mis à disposition pour bien fonctionner. Donc là, il y a peut-être un règlement intérieur qui dit un certain nombre de choses. Il y a peut-être des accords ou des PV de CSE qui évoquent des moyens pour le CSE. Donc il faut prendre connaissance de ces éléments-là et veiller à ce que tout simplement, ils soient bien à disposition pour prendre votre mandat. Il faut aussi regarder la masse salariale pour 2024. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la subvention, elle est assise, on va dire, dans 99,9 sur la masse salariale que l'employeur déclare à l'URSSAF. Donc, fonction de cette masse salariale, on va en déduire le montant de subvention, alors qui est versé de manière périodique, hein. Il y a pas de règle, on va dire, légale là-dessus. Donc, ça va intervenir par mois, par trimestre, à l'année, sur un semestre, qu'importe. C'est peut-être le règlement intérieur qui va d'ailleurs l'exprimer. Mais donc, c'est important d'avoir cette masse salariale pour estimer aussi ce que vous allez pouvoir faire dans votre gestion de CSE, tant sur le budget de fonctionnement que sur le budget d'activité sociale, hein, puisque ça concerne les deux. Je le disais, on a des modalités de versement des budgets qui sont du coup euh, eh bien, propres à chaque CSE en réalité. Donc, il convient d'aller regarder ce qui se fait en la matière. Il convient aussi de définir dans les actions qui ont été passées par le CSE, dans la proposition d'offres d'activités sociales et culturelles, celles qui sont soumises à cotisation et qui donc nécessairement, lorsqu'elles sont soumises à cotisation, eh bien, doivent être communiquées à l'employeur pour que celui-ci, tout simplement, vienne régler les cotisations auprès de l'URSSAF. Voilà comment la transition se fait d'ailleurs avec la relation à l'URSSAF. Gladys l'a dit tout à l'heure, il arrive que les CSE soient contrôlés par l'URSSAF, avec des contrôles qui portent hein, sur effectivement les 3 dernières années et puis l'année en cours hein, également. Donc cette relation à l'URSSAF, elle se fait par ce canal-là déjà, par le fait d'être dans la proposition d'activité socio-culturelle. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui est le premier, il l'a mentionné dans le document, c'est l'immatriculation, c'est-à-dire que lorsque le petit CSE, éventuellement, dispose d'un salarié, ce qui est un cas rare, parce que du coup, il faudrait quand même des ressources importantes, à moins que ce soit un salarié, on va dire, sur un temps assez réduit, ce qui peut être imaginable. Là, à ce moment-là, il faut effectivement aller s'immatriculer auprès de l'URSSAF pour voilà, être dans la légalité et pour pouvoir se donner finalement comme caractéristique d'être employeur. On a aussi, donc, sur l'URSSAF, et je le mentionnais tout à l'heure, la caractéristique des litiges éventuels qui sont portés et le CSE doit s'informer, en tout cas les nouveaux élus doivent s'informer de l'état des procédures hein, qui sont bien cadrées hein, d'ailleurs hein, sur les délais, sur les contestations. Et donc voilà, et puis l'appui aussi des avocats dans ce cadre-là. On en a quelques expériences de notre côté. Et puis, bah, bien sûr, pour les relations à l'URSSAF, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est le point de rappel par rapport aux pièces comptables, c'est-à-dire qu'on se doit d'avoir toutes les pièces comptables, toutes les factures pour justifier des dépenses, fonctionnement et activité sociale, hein, il n'y a pas de distinction. Et puis, évidemment, les listes d'émargement de distribution des chèques vacances, des différents bons d'achat. C'est un point qui est nécessaire à apporter au contrôleur pour tout simplement s'assurer qu'on n'a oublié personne et qu'on a privilégié personne. Hein. C'est la règle au niveau de ces relations à l'URSSAF. Je te laisse la main.
sur la suite. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire une fois que vous aurez votre mandat? Connaître votre public en examinant ce qui s'est passé dans le passé au niveau des activités sociales et culturelles, hein. Qu'est-ce qui leur a plu? Qu'est-ce qu'ils aiment avoir? Donc potentiellement mettre des petits sondages pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, comment voir évoluer le CSE, hein, sur leur CSE plutôt. Euh, et puis, Oui, alors dans la caractéristique en fait des sondages, il y a le besoin de savoir ce qui plaît. Il y a aussi la corrélation avec la profession de foi des élus, hein. Vous avez été élu avec une profession de foi, avec un programme. Donc il faut voir du coup si dans l'ensemble du programme il y a quelque chose qui plaît peut-être en particulier. Et donc c'est un moyen de le repérer aussi, ce sondage, en quelque sorte. Voilà, on a ces éléments du coup qui sont utiles et qui peuvent être menés à tout moment et financés évidemment, hein, par le budget du comité. sur certaines prestations, vous allez devoir bien connaître la notion des bénéficiaires ouvrant droit, ayant droit. Donc, ouvrant droit, c'est votre salarié, et ayant droit, c'est sa famille, hein, les enfants, les conjoints. Bien retenir ces notions-là, notamment pour les chèques vacances et pour certaines autres prestations également. Ensuite, élaborer, voter les budgets, analyser ce qui a été fait avant sur la période précédente, pour voir à peu près les sommes qui ont été faites, notamment pour des chèques vacances ou des voyages, quelles sommes, ou des cartes cadeaux, hein, pour Noël, des événements, des arbres de Noël également aussi pour les enfants. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre, vous, ensuite? On parlait tout à l'heure de demander la masse salariale 2024. Cette masse, avoir un petit aperçu de cette masse vous permettra d'avoir un petit budget et de voir à peu près, vous aussi, ce que vous pourriez faire par rapport à l'année dernière. Si vous pourriez faire un petit peu plus ou un petit peu moins, selon s'il y a eu plus ou moins de salariés dans l'entreprise à ce moment-là. Oui, et puis faut pas oublier une chose. Donc là, on est en 2024, on est passé par un temps de Covid où les budgets ont été assez variants au final, que ce soit dans les ressources en termes de subventions reçues, hein, parce qu'on a eu des chutes de subventions, on a observé, hein, en 2020 et en 2021, du fait notamment des confinements. Derrière ça, quand la subvention a été maintenue, c'est l'offre d'activités sociales et culturelles qui a été peut-être plus faible. Et donc, du coup, on a eu un effet en 2022 et 2023 de libération, entre guillemets, du budget d'activités sociales et culturelles, notamment, pour faire beaucoup plus de choses. Et là, on en revient du coup sur un exercice 2024 qui, on va croiser les doigts, mais du point de vue sanitaire, nous apporte quand même un peu plus de sérénité. Et donc, on doit retrouver un petit peu le chemin normal des dépenses du comité. Donc, tout ça, effectivement, ce sont des choses qui doivent s'apprécier et se voter, hein. Oui. On l'a notifié. Le conseil, c'est évidemment d'instaurer finalement ce programme, ce budget, de le construire, hein. C'est plutôt le trésorier qui est à la manœuvre sur ce segment-là. Et donc, ensuite, de le présenter en plénière. Nous, on suggère de le faire effectivement en présentation en plénière, de le voter en plénière. Ça ne veut pas dire que le budget on va dire, est circonscrit et qu'on ne peut pas le dépasser. C'est une information que l'on donne voilà, ça illustre en quelque sorte la politique, le choix qui est fait par les élus. Dans les autres décisions à prendre, on a la partie, on va dire, un peu plus juridique, avec, donc le règlement intérieur, du comité. Donc, il faut s'assurer de le mettre en conformité avec le cadre du CSE, puisque souvent on a un héritage de règlement intérieur de CE et donc, voilà, il y a un peu de mise à jour à faire de ce point de vue-là, en rappelant qu'il est prévu dans le code du travail, hein, ce règlement intérieur, donc il est nécessaire de le faire. Et il peut préciser un certain nombre de modalités qui sont utiles sur le mode de fonctionnement du comité, sur les engagements de dépenses, qui a le droit de signer un contrat, qui a le droit d'utiliser la carte bleue, est-ce qu'il faut des doubles signatures, tout autant de questions en fait qui peuvent être précisées dans le règlement intérieur, dans des procédures assez simples, hein. On ne va pas tout écrire dans le règlement intérieur, mais on a des choses un peu importantes et notamment celle-ci nous semble importante. Également sur la prise en charge des frais des élus, puisque c'est souvent un sujet polémique, ou bien sur le fait d'avoir du matériel que le CSE acquiert et à la fin du mandat, souvent ce matériel est mis à disposition des élus, évidemment, hein, ce matériel doit revenir dans l'escarcelle du CSE et servir aux nouveaux élus. Ça fait partie des informations donc de début de mandat qui sont
qui sont à valider par rapport effectivement à ce que le règlement intérieur prévoyait. Et puis il y a des procédures de gestion qu'il faut aussi mettre en œuvre en étant un petit peu dans le fait de la sécurité. Là, ce qu'on dit, c'est des petits guides sur des choses importantes. Les moyens de paiement, tout le monde n'y a pas accès. On essaie de réduire le champ des intervenants sur les moyens de paiement, hein, donc ça sécurise entre guillemets la gestion. On a aussi des éléments, notamment sur les caisses. On a des petits CSE qui fonctionnent encore pas mal avec la caisse. La caisse, ça exige d'avoir un suivi de caisse. Donc ça, c'est une obligation qui est faite, hein. On se doit de tracer les éléments et même sur les procédures, je dirais même sur cet aspect caisse qu'il faut plutôt bannir le fait de payer une dépense avec l'argent qui provient de la caisse. Ce qui sort de la caisse, en règle générale, eh ben, c'est de l'argent de la vente de billetterie, hein, c'est souvent le cas. Et cet argent, effectivement, ben, ensuite, on le remet sur le compte bancaire, on le dépose sur le compte bancaire et c'est à peu près le seul mouvement de sortie, finalement, que l'on doit avoir au niveau de la caisse. Bon, voilà, ce sont des petites choses qui ne sont pas si anodines que ça et qui permettent de sécuriser la gestion du CSE. Et donc, voilà, il faut aussi analyser un petit peu ce champ-là de comment on fonctionne, diagnostiquer un petit peu tous ces éléments-là. Sur les obligations comptables, hein, pour faire un petit peu comment dire, la visée de qu'est-ce qu'on rend finalement à la fin, eh bien, on est censé donner un certain nombre de documents pour les valider en séance plénière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour ça, il faut respecter un cadre. Alors, on a un cadre qui est commun, déjà, c'est le cadre de tous les CSE. Donc, c'est toutes les petites lignes que vous voyez en bas de cette page, hein, avec le fait de nommer un trésorier parmi les membres titulaires, avec le fait d'établir un rapport de gestion en plus des états de synthèse, établir un rapport sur les conventions, conserver les pièces comptables, et ça on l'a déjà dit, établir le règlement intérieur ou le mettre à jour, on vient d'en parler. Donc tout ça, tous les CSE, quels qu'ils soient, doivent le faire. Et le petit CSE, lui, dans ses caractéristiques, on va dire, comptables, dans ses obligations, eh bien, il a le besoin d'avoir, je dirais, uniquement le suivi de ce qui se passe au niveau de la banque du 1er janvier au 31 décembre, si on a choisi que l'exercice, finalement, est le reflet du 1er janvier au 31 décembre et pas, admettons, du 1er avril au 31 mars, ce qui est un choix, hein. Et donc, il faut retracer chronologiquement l'ensemble des dépenses et des recettes sur chacun des deux budgets, hein, parce qu'on est bien en séparation budgétaire dans un petit CSE. Et donc, on se doit d'avoir l'ensemble de ces éléments et on doit, derrière cela, une fois qu'on a tout renseigné, on doit établir des documents de synthèse. Et donc, on a un état de synthèse qui doit s'intéresser eh bien, aux dépenses et aux recettes du comité, hein. C'est quelque part le résultat de votre chemin, de ce qui a été tracé tout au long de l'année finalement dans les dépenses et les recettes. Ça, c'est une partie, on va dire, de résultat, entre guillemets, on pourrait l'appeler comme ça. Et puis, il y a une autre partie qui tient un petit peu à ce que tu disais au départ, sur l'état des lieux patrimonial, où il va falloir donner de l'information sur quels sont mes stocks à la fin de l'année, quel est mon solde de compte bancaire, comment a été utilisée ma subvention, est-ce qu'il me reste un solde de subvention, est-ce que j'ai une créance parce qu'effectivement, j'ai organisé un voyage et tout le monde n'a pas payé le voyage. Il vaut mieux que tout le monde ait payé avant de partir, hein, c'est un peu le réflexe qu'il faudrait avoir. Et puis voilà, au-delà de cette comptabilité, je dirais, ultra simplifiée, hein, par distinction avec les moyens et les grands CSE qui ont d'autres obligations, eh ben, on a des obligations légales autres sur la charte RGPD, on l'a nommé tout à l'heure, avec un référent du coup sur la réglementation de la protection des données. Il faut désigner un référent harcèlement. Il faut connaître les obligations de déclaration vis-à-vis tout simplement du service des impôts des entreprises, avec l'établissement d'un formulaire. Alors, il a un nom un petit peu bâtard, hein, c'est la DAS 2, et puis le CERFA 2070 aussi pour déclarer les impôts à payer sur les produits financiers, c'est-à-dire les, euh, les produits de placement que pourrait faire le CSE, que ce soit par un livret, que ce soit par un compte à terme. Voilà, hein, on a quelques cas de figure de ce point de vue-là. Et donc, tout ce panorama en fait, d'obligations, eh bien, il est encadré par des règlements de l'autorité des normes comptables. C'est le règlement ANC qui est adapté au petit CSE. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi en réalité sur, un, le suivi, deux, les documents à présenter. Et Gladys, d'ailleurs, va vous donner un aperçu des documents. Voici le type de documents que vous allez devoir remplir. Donc, au fur et à mesure de l'année, soit vous faites un petit Excel avec deux onglets, un côté AEP, donc fonctionnement, et un côté SC, œuvre sociale.
et vous reprenez un peu votre relevé bancaire et vous mettez toutes les dépenses et les recettes que vous avez eues. Et à la fin de l'année, il va falloir les synthétiser et renseigner dans ce tableau-là vos dépenses d'un côté, vos recettes de l'autre, et surtout bien séparer les deux budgets. Donc, le budget des attributions économiques et professionnelles et le budget des activités sociales et culturelles. Vous allez avoir à la fin, à chaque fois, si c'est un excédent ou un déficit, donc soit vous avez plus dépensé que reçu de subventions, ou l'inverse. Alors oui, donc du coup, c'est un état, on va dire, de synthèse. Il est réglementaire, cet état. C'est-à-dire qu'on a un règlement de l'autorité des normes comptables qui nous dit: «Voilà le format, les amis». Donc vous avez, effectivement ces 2 parties, fonctionnement en haut, activité sociale en bas et puis vous avez la correspondance entre N et N-1, donc l'année qui s'est terminée et l'année précédente, hein. On a cette nécessité aussi de comparer les éléments sur l'état des dépenses et des recettes et effectivement, à la fin, sur chacun des 2 budgets d'ailleurs, on peut être soit en excédent, soit en déficit, selon effectivement qu'on n'a pas tout dépensé, par rapport aux recettes, de l'année ou l'inverse. Et adossé à ça, il y a encore un autre état. Bon, on va faire un petit peu le détail de tout ce que vous avez eu dans l'année en tant que biens et placements, tout si vous avez eu des bungalows, comme je disais au début, ou des chalets, voilà, des terrains, si vous le pouvez, hein. La billetterie, c'est les stocks en fait que vous allez avoir, hein, que ce soit pour des parcs d'attractions, des chèques vacances ou quoi que ce soit, il va falloir faire le compte de tout ça. Et la valeur Et la aussi. valeur, tout à fait. Donc toujours la valeur des dernières factures que vous avez reçues, hein, pour ça. Comme ça, pas d'erreur. Les créances, donc en général, là, ici, ce sera le solde de vos subventions, hein, majoritairement. Oui, on peut aussi avoir, un avoir auprès d'un fournisseur, Tout à par fait. exemple, hein, donc on va se faire rembourser, si on demande le remboursement de l'avoir, ça c'est aussi une créance. Tout à fait. Donc les disponibilités, c'est ce que vous allez avoir sur vos comptes, bancaires, hein. Donc toujours les comptes courants, les livrets et potentiellement des comptes à terme, hein, Et vous avez aussi, hein, la caisse, et la caisse. aussi, hein, comme mentionné tout à l'heure, ça fait partie effectivement des éléments financiers, à regarder, au 31 décembre, Et si on clôture au 31 décembre. voilà, et après potentiellement s'il y a des emprunts et notamment les dettes. Donc les dettes, ce que vous devez encore à vos fournisseurs par exemple, et aux prestataires. Ou aux salariés, typiquement si on est dans une prestation de remboursement, par Sur exemple, justificatif, sur tout à fait. justificatif, heu, ou bien, à la direction si celle-ci nous a facturé un élément, ou bien, sur les dettes, on peut retrouver, potentiellement des acomptes de bénéficiaires, hein, qui ont été, versés mais, entre guillemets, «la prestation, elle, n'est pas aboutie», donc on va venir rembourser ces acomptes, si jamais il y a une annulation. Voilà, tout un tas d'éléments effectivement qui sont à considérer et en plus de ça, effectivement, il y a le suivi de la subvention, et en fonctionnement et en budget d'activité sociale. Donc c'est pas simple ça Mmh. et donc on vous pose la question de savoir si vous vous sentez, à l'aise ou non avec ces éléments, si quelque part vous les avez déjà vus, et si vous pensez que vous êtes en «conformité» entre guillemets sur ce cadre de présentation. Donc du coup, vous avez le petit sondage, vous sentez-vous à l'aise avec les documents comptables à produire pour la séance plénière d'approbation des comptes annuels? Alors dans les réponses, alors j'ai du «je me sens à l'aise» à 40, pas vraiment à l'aise à 25, pas du tout à 10. Ah, ça grimpe à 30. Oui, ça évolue, il faut que j'attende finalement la fin. Bon, c'est assez partagé, hein, mais donc je c'est en gros du 50-50 si j'ai envie de dire. Il y en a qui plutôt la moitié qui sont à l'aise ou plutôt à l'aise, et puis, les autres effectivement qui sont un petit peu déboussolés. Bon, pour ce faire, on a, des possibilités du coup au travers de notre prestation, flash. Donc sur la prestation flash, on a en fait, développé un accompagnement auprès des petits CSE pour tenter justement d'automatiser, de rassurer, de fiabiliser pour pouvoir sortir ces documents, financiers. Et donc pour ces éléments-là, on a, voilà un mode de fonctionnement qu'on va vous présenter de manière, assez rapide, pour, vous permettre, tout simplement de pouvoir, prendre connaissance de la manière dont on va pouvoir, assumer alors pardon, je je reviens sur le partage. Ah bah, ça ne va pas, décidément.
Alors, pardon pour le petit bug, je vais essayer de partager. Alors, partager cette fenêtre. Ça ne veut pas. On a un petit bug technique. Pardon. Dans tous les cas, on a cette petite prestation qui vous permet d'avoir une sorte d'aide en fait à votre À la suivi, saisie, en au fait, suivi, absolument. Alors, votre suivi. Donc vous allez avoir en fait vous allez avoir ce flash qui est relié en fait à votre banque, qui va récupérer toutes les petites écritures que vous avez dans l'année et qu'il va falloir imputer dans les domaines qui correspondent. Par exemple, vous avez acheté des billets, vous allez mettre votre petit montant dans une case billetterie et ensuite ça va l'affecter et vous n'aurez plus qu'à faire en fait. oui, oui, Ouais, ça va. le suivi, je suis désolé, hein. Techniquement, on a un petit souci pour afficher notre module. Mais effectivement, hein, ce que dit Gladys, c'est voilà, c'est un processus d'aide au suivi où on va effectivement affecter ses dépenses, affecter ses recettes, soit parce qu'on le fait soi-même en tant qu'élu, soit parce que vous décidez effectivement de le confier à votre expert comptable, donc en l'occurrence nous sur cette prestation, pour vous aider à être au propre de votre suivi et être en capacité du coup de présenter en plénière avec des documents qui sont propres, tout simplement. Et que vous pourrez exporter directement de Flash. Voilà. En fait, qui vous fera directement les séparations des dépenses et des recettes et des budgets séparément. Oui. Alors, sur les éléments, du coup, je vais essayer de repartager, hein, pardon, hein, on a toujours ce souci d'affichage. Donc, bon, on va rester du coup sur l'oral. Donc, on a effectivement cette prestation avec une attestation d'expert comptable, hein, qui peut aussi être faite peut-être sur une première année avec un point, on va dire, d'être rassuré sur ce qu'on produit. Il ne faut pas se formaliser non plus, c'est-à-dire qu'on a par expérience l'habitude de voir nombre de petits CSE qui n'ont même pas connaissance quelque part des obligations. Donc nous, on essaie déjà d'avertir, hein, d'informer sur cet élément-là. Et puis derrière ça, on essaye voilà, de donner conseil et de faire évoluer petit à petit les pratiques pour rentrer dans le cadre qui normalement est imposé par l'autorité des normes comptables. Donc pour conclure, hein, sur cet élément-là, nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de bien regarder ce qui vous a été transmis et de juger de ce qui vous manque. Et à partir de ce moment-là, on pourra effectivement peut-être vous aider à essayer de trouver les solutions pour obtenir les informations que vous n'avez pas, hein, si vous le souhaitez. Il faut aussi adapter le mode de fonctionnement finalement à la cartographie des élus en place, hein, leur nombre, leur expérience, leurs compétences. Ça, c'est un point important. Il faut prioriser ces domaines d'intervention aussi, dans la mesure où on ne peut pas tout faire quand on est dans le CSE. Il y avait le CE, il y avait le CHSCT. Aujourd'hui, il n'y a plus que le CSE où on s'occupe de tout. Donc, il faut faire des choix de ce qu'on fait, de ce qu'on choisit de déléguer. Et puis, il faut prendre bien sûr connaissance de ses droits, de ses obligations et du planning de formation quelque part qu'il faut monter pour essayer de se monter en compétences et être voilà, à la fois sécurisé et crédible vis-à-vis de la direction. On va essayer de répondre du coup à quelques questions. Encore notamment des questions sur l'assurance responsabilité civile, excusez-moi. Alors, c'est une assurance qui est obligatoire, qui peut être déjà comprise par l'entreprise, en fait, et qui a une extension et qui comprend le CSE dedans. Il faut le demander. Si ce n'est pas le cas, ça sera au CSE de la prendre à sa charge avec, oui, le compte de fonctionnement et la direction vous remboursera sur le compte des activités sociales et culturelles. Oui, ça, c'est effectivement cette partie qu'on a un petit peu précisée tout à l'heure. Tout à fait. On a une autre question. Donc, il y avait une question sur les moyens CSE. Oui, les webinaires moyens CSE existent. Oui, il y a un replay qui existe pour le moyen CSE également, hein, vous pourrez en prendre connaissance. Alors, comment peut-on connaître le montant de la masse salariale et le vérifier? C'est une des questions qui est posée. Eh bien, c'est une information que se doit de vous transmettre votre employeur. Donc, il faut s'adresser soit au président du CSE, soit à la RH ou bien au directeur administratif et financier. Et donc, c'est une information qui est connue dans la déclaration qui est faite par l'employeur à l'URSSAF. Et cette déclaration, c'est un document, hein. Donc, concrètement, on est censé avoir
cet élément en connaissance et être en capacité de le contrôler. En tout cas, vous, en tant qu'élu, êtes en capacité de demander cette déclaration URSSAF. Donc, c'est la DSN, hein, où on compile ce qu'on appelle les DSN pour obtenir le montant cumulé finalement de la masse salariale qui est soumise à la cotisation sociale et qui donc est la base pour calculer les subventions. Alors, on nous demandait si c'était l'employeur qui doit régler l'URSSAF. Alors, les contrôles URSSAF vont démarrer de l'entreprise et découler sur le CSE. Si le CSE est redressé, ça va être au CSE à régler l'URSSAF. Alors, régler l'URSSAF dans un second Ouais. temps en réalité, puisque le débiteur, ça reste l'employeur. Donc l'employeur, lui, va payer l'URSSAF et ensuite va exiger en quelque sorte auprès du CSE que le CSE le rembourse. Donc finalement, ça revient à ce que le CSE paye à l'URSSAF, mais par un intermédiaire qui est effectivement l'employeur. Et après, si le CSE est employeur, évidemment, s'il a un salarié, il va payer les cotisations du salarié directement à l'URSSAF. Et oui, parce qu'il est identifié directement. Est-ce qu'on a un modèle de règlement intérieur de CSE? Alors, on a bien sûr des éléments que l'on connaît dans les CSE qui sont, on va dire, des pratiques courantes, mais on n'a pas, on va dire, un modèle type. On peut y travailler, bien entendu, mais on n'a pas un modèle tout spécifique parce que chaque situation doit s'apprécier, par exemple, sur les modalités de versement des budgets, par exemple, sur la prise en charge des frais des élus. Donc voilà, tout doit être regardé de ce point de vue-là. Est-ce que le règlement intérieur est réellement obligatoire? Alors oui, il l'est, ce règlement intérieur. Après, on sait bien qu'il n'est pas, présent partout, mais effectivement, hein, ça fait partie des éléments qui sont prévus dans le code du travail et donc ne pas réaliser de règlement intérieur, bah, c'est se mettre effectivement hors la loi. Alors on ne va pas pouvoir prendre d'autres de questions puisqu'il est déjà 12h16 et donc voilà, il nous faut conclure. Simplement, voilà, la conclusion, c'est est-ce que vous avez, au travers d'un sondage, besoin éventuellement d'un expert, pour, voilà, pour vous aider dans une des thématiques? Donc, souhaitez-vous être rappelé par un expert? Donc on vous laisse répondre, oui ou non et puis on tiendra compte, évidemment de vos réponses, pour, bah, nous permettre de vous accompagner le mieux possible si toutefois effectivement vous exprimez ce besoin. En tout cas, on voulait vous remercier Merci d'avoir, beaucoup. assisté effectivement à ce webinaire. Pardon pour du coup le petit couac de ne pas avoir pu présenter, notre prestation qui se veut, facilitante pour le suivi de vos activités et des dépenses sur le budget de fonctionnement comme sur le budget d'activités sociales et culturelles. En tout cas, nous, on a pris plaisir. Oui, tout à fait. Voilà, on sait que c'est beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de questions aussi, on n'a pas pu répondre à tout, hein, il y a beaucoup de sujets. Néanmoins, voilà, on se tient à disposition, que ce soit Gladys, que ce soit moi, mais aussi toute l'équipe de CECAFI. On est près d'une cinquantaine de consultants sur tout le territoire à essayer du coup de répondre à l'ensemble de vos questions. Et donc, voilà, vous allez avoir le support et donc la prise de contact qui peut être facilitée via les adresses qui sont mentionnées sur le support. Oui. Merci à tous et Merci beaucoup. puis nous vous souhaitons une bonne journée.